kéléthyélose qui aurait dû répondre aux traitements antiparasitaires qui ont été mis en place et qui donnent aussi des squames qu'on n'a pas du tout ici. Et puis les aoutas, la trombiculose ne colle pas vraiment avec la durée d'évolution et les symptômes. Et enfin, dans les causes fongiques, on a la prolifération de Malassezia qui correspond bien avec l'érythème, la lichenification, l'hyperpigmentation qu'on a en région inguinale sur ce chien. Donc finalement, on a une liste d'hypothèses qui est finalement assez restreinte, avec la folliculite furonculose bactérienne, la démodécie, la gale sarcoptique, la teigne, la prolifération bactérienne de surface, la prolifération de Malassezia et les allergies. Pour explorer ces différentes hypothèses, on va commencer par, pour la folliculite bactérienne, une cytologie de pus, donc en récoltant simplement le pus d'une lésion fermée, une pustule ou un furoncle, qu'on appose sur une lame et qu'on colore et qu'on regarde à l'immersion. Étant donné l'historique d'antibiothérapie multiple sur cet animal, la furonculose qui est assez sévère, et puis l'absence de réponse à un traitement antibactérien qui est a priori bien conduit, avec la marbofloxacine à bonne dose et pour la bonne durée, on a réalisé une culture bactérienne et un antibiogramme. Voilà. Pour la démodécie et la gale sarcoptique, des raclages cutanés jusqu'à la rosée sanguine ont été réalisés. Et puis pour la teigne, on a réalisé un examen en lampe de Wood et des raclages cutanés pour récupérer quelques poils. On n'a pas réalisé la culture fongique étant donné qu'il y en avait une qui avait été faite par le vétérinaire traitant, et puis la suspicion clinique a été relativement faible sur ce cas. Pour la prolifération bactérienne de surface et la prolifération de Malassezia, on réalise des calques cutanés qui ont été ici faits avec du scotch. Pour la DAPP, on peut être conforté dans cette hypothèse avec un brossage. Et pour la dermatite atopique, il faut d'abord résoudre cette furonculose avant d'essayer de suspecter une dermatite atopique et d'exclure les causes qui peuvent y ressembler. Donc, on a commencé par les raclages cutanés et la lampe de Wood qui sont avérés négatifs, ce qui nous permet d'exclure la teigne, la démodécie et la gale sarcoptique pour laquelle on avait une suspicion qui était relativement faible de prime abord. Pour ce qui est des calques cutanés, donc qu'on a fait avec des scotch tests, que vous voyez ici à l'immersion, on peut remarquer de nombreuses colonies de cocci, qu'elles soient par 2, par 4 ou carrément en grappes de raisin, comme vous voyez au centre. Et puis à côté de ça, vous voyez des mélanosomes qu'il ne faut surtout pas confondre avec ces cocci, qui ont une coloration bien plus marron, et un aspect en grainerie qu'on ne voit pas très bien sur la photo, et qui sont assez hétérogènes. Pour ce qui est de la cytologie de pus qu'on a réalisée sur une pustule, avec une apposition de lame sur le contenu de cette pustule, on note bien de nombreux polynucléaires neutrophiles qu'on reconnaît bien ici avec leur noyau qui est segmenté en 3 parties, voire un petit peu moins. Des colonies de cocci qui sont parfois à l'intérieur superposées avec ces polynucléaires neutrophiles, et donc des images de phagocytose qu'on voit ici, mais aussi plus haut dans la photo et au milieu. Pour revenir un petit peu à nos examens complémentaires et nos hypothèses diagnostiques, on a réussi à exclure la démodécie, la gale sarcoptique, la teigne, la prolifération de Malassezia, ce qui nous laisse avec la folliculite furonculose bactérienne, la prolifération bactérienne de surface, la DAPP et la dermatite atopique. On a donc un diagnostic initialement de folliculite furonculose bactérienne, primaire ou secondaire à une allergie. On a également une prolifération bactérienne de surface. Pour ce qui est du traitement, on a commencé par se pencher sur les traitements qui avaient été instaurés par les vétérinaires traitants. Donc la cyclosporine a été arrêtée puisqu'elle ne correspond pas au traitement d'une folliculite furonculose bactérienne. Et puis il nous faut l'arrêter pour explorer les éventuelles allergies qui peuvent être sous-jacentes. La marbofloxacine a été arrêtée également puisqu'on n'a aucun effet alors qu'on a un traitement qui a été au long terme et à la bonne dose. La désensibilisation qui durait depuis 1 an sans effet a été arrêtée également. Les shampoings Duxocalm ont été remplacés et l'alimentation hypoallergénique qui durait depuis 2 ans a aussi été arrêtée. Pour ce qui est des shampoings, on a mis en place des shampoings qui étaient antiseptiques avec un réhydratant cutané après chaque shampoing. Ce qu'on a fait dans ce cas, c'est qu'on a proposé l'hospitalisation de ce chien étant donné qu'on avait une maladie relativement sévère et que les propriétaires n'étaient pas très capables de réaliser des shampoings à une fréquence assez élevée pour nous. Ce qui nous a permis de réaliser des shampoings à une fréquence de 2 par jour, ce qui est quand même difficile de demander à un propriétaire. Et donc, on a pu faire ça pendant 7 jours, le temps d'avoir les résultats de l'antibiogramme. Après cette
cette hospitalisation de 7 jours, le chien a été renvoyé chez ses propriétaires, où la fréquence des shampoings a été diminuée à 1 jour sur 2. Et puis au contrôle 21 jours plus tard, on a adapté la fréquence en fonction des résultats cliniques et cytologiques. Et sur ces photos, vous pouvez voir vraiment la nette amélioration après seulement 3 shampoings et réhydratants, donc après 1 jour et demi finalement. On voit vraiment nettement que le front d'avancée des lésions a largement reculé. Et puis même sur les endroits où les lésions sont encore présentes, on voit que la densité de furoncles est largement diminuée. D'où vraiment l'importance des soins topiques dans les pyodermites de façon générale. Entre-temps, on a eu les résultats de la culture bactérienne qui nous propose 2 souches, soit un Streptococcus uberis à coagulase négative, soit un Staphylococcus pseudointermedius à coagulase positive. Étant donné que dans plus de 90% des pyodermites chez le chien, c'est Staphylococcus pseudointermedius qui est en cause, et qu'en plus, on a un facteur de virulence avec la coagulase qui est positive dans cette deuxième souche, on a choisi d'interpréter plutôt l'antibiogramme de cette souche-là. Pour l'antibiogramme, justement, on voit qu'il y a des résistances à tous les antibiotiques qui avaient été utilisés par le vétérinaire, donc les bêta-lactamines, que ce soit les pénicillines ou les céphalosporines. Également une résistance à la lincomycine, donc pour la clindamycine, et au quinolone, donc la marburofloxacine dans ce cas-là. Il nous reste la gentamicine, les tétracyclines, les TMPS et l'acide fusidique. Pour la gentamicine, étant donné qu'on part sur une durée de traitement d'au moins 6 semaines, c'est vraiment pas du tout compatible avec un traitement à la gentamicine qui est néphrotoxique et qui de plus ne peut pas se donner par voie orale. Pour les tétracyclines, se pose la question du spectre d'action des tétracyclines sur les staphylocoques qui est quand même moyen. Et puis on a une résistance de Staphylococcus pseudointermedius à ces tétracyclines qui est assez élevée, de l'ordre de 45%. Et puis c'est un antibiotique qui est bactériostatique, donc ça ne nous convenait pas vraiment dans ce cas-là. Pour l'acide fusidique, étant donné la généralisation de ces lésions, on a préféré utiliser un traitement par voie systémique. Et donc on s'est rabattu sur les trimétoprine et sulfamide. On a mis en place un traitement à base de trimétoprine et sulfaméthoxazole, 15 mg par kilo matin et soir, pendant initialement 3 semaines. Étant donné que c'est un antibiotique qui peut entraîner des kératoconjonctivites sèches, on a fait un test de Schirmer qui était pas du tout en défaveur de l'utilisation de cet antibiotique. Et puis la toxicité rénale nous a fait commencer une biochimie sanguine qui était elle aussi permissive. On a aussi traité ce qu'on suspectait être la cause primaire de cette folliculite furonculose bactérienne avec l'ADAPP, étant donné qu'il y avait un prurit dorsolombaire initialement, un chat avec accès à l'extérieur dans la maison, un traitement antiparasitaire qui était irrégulier. Ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, donc je ne vais pas développer plus que ça. On aurait pu faire le choix de traiter uniquement la folliculite furonculose bactérienne et de vérifier s'il restait des symptômes postérieurs à la résolution de cette furonculose bactérienne pour avoir un diagnostic plus précis et plus fiable. Après 3 semaines de traitement, on avait une amélioration clinique et cytologique qui était relativement majeure, avec une disparition des furoncles, des pustules et des papules. Un prurit qui, même s'il était encore présent, était diminué d'à peu près 75 à 80%. Sur les examens cytologiques, là, donc on a fait uniquement des calques cutanés. Il restait quelques coccis, mais rien à voir avec la présentation initiale. D'autre part, on avait une absence d'effets secondaires de ces traitements, avec un test de Schirmer qui était toujours bon, et une biochimie sanguine qui ne posait toujours aucun problème. À ce moment-là, se pose la question de comment poursuivre le traitement de cette pyodermite. Étant donné qu'on avait une pyodermite profonde dont on n'avait plus aucune lésion cutanée, il faut quand même continuer les antibiotiques pendant au moins 3 semaines. Les shampoings ont été diminués en fréquence étant donné la bonne amélioration à seulement 2 fois par semaine au lieu de 3 fois par semaine. Et puis un dernier contrôle dans 3 semaines pour pouvoir arrêter ou changer la fréquence des shampoings. Et après 6 semaines de traitement, vous voyez les résultats en photo ici, qui sont quand même vraiment impressionnants. On a une disparition complète des lésions, une disparition complète du prurit, les calques étaient complètement négatifs, de même sur les lésions de l'arrière-train et des cuisses, qui étaient complètement disparues. En conclusion, on avait un chien qui était présenté pour une dermatose prurigineuse, avec des pustules et des furoncles qui étaient généralisés et qui avaient commencé sur le triangle dorso-lombaire. On a réalisé une tonte, une
cytologie de PU, des calques cutanés, une culture bactérienne et un antibiogramme, qui nous ont permis d'aboutir au diagnostic de folliculite furonculose bactérienne avec une prolifération bactérienne de surface qui était probablement secondaire à une DAPP. On a mis en place des shampoings antiseptiques suivis d'un réhydratant, des triméthoprid et le sulfamide, et on a traité également la cause qu'on suspectait sous-jacente, qui était la DAPP. L'intérêt de ce cas, c'est d'abord de vous parler d'une maladie qui est relativement fréquente, que ce soit pour la DAPP ou pour la pyodermite profonde qui ici était secondaire. Vous parlez également de l'importance des topiques, que ce soit pour la tonte, pour révéler l'extension des lésions, et également pour vous parler des shampoings, qui, là, j'espère, vous ont convaincu de leur efficacité. Le choix de l'antibiotique aussi, qui dépend fortement de la culture et de l'antibiogramme, et puis le diagnostic qui dépend de l'exclusion des autres causes de folliculite. Ça aurait été dommage de passer à côté d'une pyodémodécie et d'avoir un échec thérapeutique après 3 à 6 semaines. Et puis aussi d'identifier le bon germe, c'est-à-dire quand on a le résultat de cette culture bactérienne, de ne pas sélectionner les Escherichia coli, les Proteus, les choses qui ne sont pas mises en cause généralement dans les folliculites bactériennes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. On y répondra probablement après la présentation de Marion qui va, je l'espère, répondre aux questions que vous pouvez avoir et à la présentation de Didier également pour qu'on puisse avancer et finir à l'heure pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Voilà, je laisse la parole à Marion pour la suite de la soirée et je vous remercie encore de votre attention. Merci Adrien. On laisse Marion s'installer. N'hésitez pas donc à poser des questions via le chat. Vous pouvez faire des remarques également sur la qualité de la transmission éventuelle ou si l'heure est trop précoce ou trop tardive. Ne vous gênez pas pour qu'on puisse adapter potentiellement aussi nos présentations par la suite. Donc, je laisse Marion. Luc, je peux pas partager l'écran. Tu peux pas partager. Et t'es loin des autres? Pourquoi tu ne peux pas partager? C'est pas grave, je vais me mettre sur l'ordi de Didier, pas de souci. Ouais, tu fais un changement d'ordi. Désolé. C'est l'avantage du fait que vous soyez sur un même lieu, ce qui oblige parfois à porter quelques masques, mais voilà. On l'avait la présentation là, hein, tout à l'heure. C'était tout bon. Ouais, très bien. À toi la parole, Marion. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là ce soir pour vous parler un petit peu de l'utilisation des antibiotiques en dermatologie vétérinaire et surtout vous donner un petit peu les bonnes lignes de conduite, les recommandations actuelles pour le traitement des dermatoses infectieuses bactériennes. Donc aujourd'hui, ce soir, ce dont je vais vous parler, on va essayer de limiter un petit peu le sujet. Je vais vous parler des dermatoses bactériennes les plus fréquentes, donc les pyodermites chez le chien. Néanmoins, je vous ferai quand même une petite présentation très rapide sur les otites et qu'est-ce qu'il en est chez le chat, mais ce sera beaucoup plus court parce qu'en fait, ça découle un petit peu de tout ce qu'on va parler avant. Donc pour cette présentation, on va commencer par une introduction pour parler un petit peu du contexte et pourquoi on a choisi ce sujet ce soir pour le premier épisode de ces séances du FUV. On fera une rappel sur les pyodermites rapidement, juste pour remettre un petit peu les idées en place. Quel est leur traitement ? Et ce traitement, comment on peut le mettre en place pour lutter contre l'antibiorésistance, essayer d'améliorer les choses avec le contexte actuel. Puis donc, on conclura. Donc, en introduction, voilà, je voulais vous montrer un petit peu le contexte actuel, qu'est-ce qu'il en est un petit peu de l'antibiorésistance aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'en France, en Europe, pardon, il y a une carte qui a été éditée par le site de la santé. Vous pouvez le retrouver là dans les références si vous souhaitez aller le voir, qui montre cette carte de l'Europe en 2018. Est-ce qu'on voit ma souris qui bouge? Oui. En 2018, et donc cette carte, c'était assez positive parce que les pourcentages de souches de staphylocoque doré résistants à la méticilline avaient diminué par rapport à la carte précédente de 2016. Néanmoins, elle restait très importante, et notamment en France, on voyait qu'on avait entre 10 et 25% de souches résistantes staphylocoque doré. Ces chiffres qui ont été diffusés en 2015, je n'ai pas trouvé de
chiffres plus récents montraient que 700 000 personnes par an, dont 25 000 en Europe, meurent d'infections dues à des bactéries résistantes. Et en France, on a 5 500 décès par an. Donc on voit que le contexte actuel est alarmant. Si rien ne change, il y a un rapport récent qui a été revu en 2018 qui montre que les prédictions seraient de 10 millions de personnes décédées par an à cause d'agents microbiens résistants aux antibiotiques en 2050. Et vous voyez que ce serait même la première cause médicale avant les cancers, le diabète ou les maladies gastro-intestinales. Donc aujourd'hui, ben voilà, ce contexte est alarmant. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous présenter un petit peu les recommandations, comment faire pour que ça ne s'aggrave pas et au contraire même que ça s'améliore et qu'on n'arrive pas sur ces prédictions que nous avait présentées le docteur O'Neill. Donc un rappel rapide sur les pyodermites. Les pyodermites, eh bien, ce sont des dermatoses qui sont dues à des bactéries. L'agent éthologique sont les bactéries et qui sont caractérisées par la présence de pus. Il faut les différencier des pseudopyodermites, et là c'est juste un petit aparté, qui sont des affections avec du pus. On peut trouver des bactéries dans le pus, mais les bactéries ne sont pas les responsables de ces dermatoses. Et par exemple, on pourrait parler de la dermatite pyotraumatique, qu'on appelle autrement le hotspot, qui est bien une pseudopyodermite. Les pyodermites sont très fréquentes puisque c'est la première cause de consultation en dermatologie vétérinaire. Il existe une classification que je vais reprendre très rapidement sur cette diapositive et qui se fait en fonction de la profondeur de l'infection. On trouve les pyodermites de surface, les pyodermites superficielles et les pyodermites profondes. Et on parlera rapidement de comment établir le diagnostic. Les pyodermites de surface, eh bien, vous voyez dans mon petit cadre rouge, c'est la zone où se multiplient les bactéries, c'est-à-dire en surface au niveau de la couche cornée. Il existe deux types de pyodermites de surface, la prolifération bactérienne de surface, et vous le voyez sur ces photos, les lésions sont présentes surtout au niveau des zones chaudes et humides, des plis, des zones ventrales, et elle peut tout à fait, cette prolifération bactérienne de surface, se généraliser. Les lésions primaires, c'est de l'érythème, mais vous voyez qu'on voit beaucoup de lésions secondaires, de la lichenification, de l'hyperpigmentation, de l'alopécie secondaire au prurite ici, et ici également la lichenification, l'épaississement de la peau. On peut voir également des croûtes, des excoriations. La pyodermite cutanéo-muqueuse, c'est une entité un petit peu à part. Vous voyez que les lésions ici sont un peu plus profondes, avec notamment des ulcérations, des érosions, des croûtes, de l'érythème. Elle touche les jonctions cutanéo-muqueuses et la race berger allemand est une race prédisposée. Je ne parlerai plus de cette entité durant cette présentation puisqu'elle est un petit peu complexe. On se pose la question avec un continuum avec le lupus mucocutané. Bref, nous ne reviendrons pas sur cette dermatose. Un petit peu plus profond maintenant, on va parler des pyodermites superficielles. Donc tout à l'heure, on était à la surface. Et là, vous voyez qu'on a les pyodermites superficielles non folliculaires où les bactéries vont se développer dans l'épiderme, plus profondément que la couche cornée, et les pyodermites superficielles folliculaires pour lesquelles les bactéries vont se développer à l'intérieur de la gaine folliculaire. Pour les pyodermites superficielles non folliculaires, deux types de pyodermites, l'impédigo qui va toucher surtout les chiots ou les chiens âgés avec des maladies sous-jacentes et qui va se caractériser par des lésions primaires qui sont des pustules non folliculaires, des pustules de grande taille. On en voit ici une sur l'abdomen de ce chiot. On a également la pyodermite superficielle extensive, et donc on peut trouver sur cet animal qui est présent, et qui est donc une dermatose qui est caractérisée par la présence de pustules non folliculaires, on est dans des pyodermites non folliculaires, des pustules de grande taille, ici une pustule asséchée, et ici l'évolution de cette lésion, qui est une collerette épidermique. Comme son nom l'indique, cette pyodermite est extensive et s'étend sur l'ensemble du corps. Les pyodermites superficielles folliculaires, quant à elles, peuvent être différenciées sous trois formes. On a la folliculite juvénile, qui donc touche les jeunes, et pour lesquelles on va trouver des papules folliculaires, des pustules folliculaires également, c'est possible au niveau de cette dermatose. Pour les folliculites des chiens à poils courts, une caractérisation bien particulière, avec une affection tronculaire, on voit bien cette localisation ici des lésions, et l'aspect du pelage qui apparaît mité. Ensuite, les folliculites bactériennes qui peuvent être secondaires à de nombreuses causes, notamment ici une dermatite atopique pour laquelle on pouvait observer au niveau des plis des lésions de type pustule folliculaire et des lésions secondaires, et on les voit bien ici, de l'hyperpigmentation et de la lichenification, notamment liées au prurite. Enfin, les pyodermites profondes, elles découlent des pyodermites superficielles folliculaires, des folliculites bactériennes, et on voit qu'en fait, ces bactéries vont avoir une localisation encore plus profonde, qui est due à la rupture de la gaine folliculaire
du follicule pileux. Ici, vous avez sur le schéma représenté des vaisseaux et en fait, ces pyodermites profondes vont être caractérisées cliniquement par des lésions qui sont des bulles hémorragiques, qui ont une couleur bien particulière qu'on nomme lit de vin et qui correspond à ce mélange entre le pus, qui vient ici, les polynucléaires neutrophiles qui viennent ici pour détruire les bactéries, et également du sang. Il existe plusieurs types de pyodermites profondes qui peuvent être classifiées suivant qu'elles soient localisées dans certaines zones bien particulières, qui sont généralisées, certaines sont des urgences, et on a la cellulite idiopathique du berger allemand. Quelques photos cliniques, dermatologie, c'est sympa. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, une furonculose du menton, ici présente sur ce bulldog américain. Ici, une cellulite bactérienne, résultant de la coalescence de plusieurs furoncles, qui est présente ici associée à une dermatite de léchage. Une furonculose généralisée chez ce boule terrier, une furonculose interdigitée sur ses deux membres antérieurs, et ici, une furonculose pyotraumatique, à différencier de la dermatite pyotraumatique, puisqu'ici, nous avons des lésions satellites qui sont des furoncles. Donc voilà pour la classification. Pyodermite de surface, superficielle et profonde. Eh bien, ceci, on va déjà pouvoir le voir grâce à la clinique. C'est les lésions qui vont vous permettre de savoir si vous êtes face à une pyodermite de surface avec un érythème, une pyodermite superficielle avec des pustules folliculaires, non folliculaires, des collerets épidermiques, ou des pyodermites profondes avec la présence de ces bulles hémorragiques ou autrement appelées furoncles. Le diagnostic, donc on a déjà la clinique, mais il faut mettre en évidence l'agent étiologique. On a dit pour les pyodermites, ce sont les bactéries. Donc il faut voir ces bactéries pour établir le diagnostic de pyodermite. Face à une pyodermite de surface, on a dit que les bactéries étaient à la surface de la peau. Eh bien, l'examen complémentaire de choix sera un examen cytologique de la surface, par exemple avec l'application d'un scotch. Et donc, vous le voyez ici sur une prolifération bactérienne de surface dans les espaces interdigités, un animal qui se léchait entre les doigts de pied. Eh bien, un scotch a été appliqué, coloré à la coloration RAL 555 classique, et on a pu observer, ici nous sommes à l'immersion, la présence de nombreux cocci et établir le diagnostic de prolifération bactérienne de surface. Pour les pyodermites superficielles et profondes, on va chercher des lésions primaires, pustules, furoncles, qui vont nous permettre de mettre en évidence ce qui est présent dans la lésion, c'est-à-dire le pus et les bactéries dans une pustule, et le pus, mais également avec des macrophages et d'autres cellules immunitaires comme des lymphocytes ou ici un polynucléaire éosinophilique dans les furoncles. Pour récupérer ces éléments, eh bien, on va presser sur la lésion, faire sortir le contenu de cette lésion sur une lame en verre et ensuite la colorer de la même façon pour observer ces éléments. Maintenant, comment les traiter, ces pyodermites? Eh bien, les pyodermites, pourquoi je vous ai parlé de cette classification? Eh bien, parce que cette classification va entraîner des différences au niveau du traitement. Pour les pyodermites de surface, le traitement est topique et uniquement topique. Pour les pyodermites superficielles localisées, de la même façon, le traitement est topique. Pour les pyodermites superficielles généralisées, un traitement topique peut être associé à un traitement systémique suivant les cas, mais sinon un traitement topique peut suffire. Enfin, pour les pyodermites profondes, une pyodermite profonde localisée, un traitement topique suffit. Pour des pyodermites profondes généralisées, il faut un traitement topique associé à un traitement systémique. On voit donc ici que, quel que soit le type de pyodermite, il faut toujours un traitement topique. Le traitement des pyodermites, donc on va voir qu'il y a ce traitement topique très important, antibiotique, on parle des antibiotiques, donc dans le traitement topique, on verra qu'il y a les antiseptiques et les antibiotiques. Le traitement systémique antibiotique, la gestion long cours qui est très importante, et les règles d'hygiène à respecter. Le traitement topique, eh bien, comme vous l'avez vu dans le cas clinique présenté par Adrien, il commence par une tonte pour voir l'extension. On a dit que si les lésions étaient localisées, ce n'était pas la même chose que si c'était étendu. Donc, une tonte pour commencer. Tout d'abord, le traitement antiseptique. Le traitement antiseptique est extrêmement important et suffit dans le traitement des pyodermites de surface. Ici, je vous ai mis un article en bas de l'écran qui comparait l'efficacité de deux shampoings, un shampoing à base de chlorhexidine et un shampoing à base de peroxyde de benzoïle. Les deux shampoings étaient réalisés sur deux groupes d'animaux, un groupe avec le shampoing à base de chlorhexidine, un groupe avec le shampoing à base de peroxyde de benzoïle, et ces deux groupes recevaient les shampoings 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Eh bien, ce traitement, et uniquement ce traitement, a permis une guérison clinique et cytologique et totale des deux groupes des chiens, dans les deux groupes, et donc ces traitements topiques antiseptiques sont suffisants pour la guérison, dans ce cas, de pyodermite.
Les shampoings sont très efficaces. Ce sont les traitements les plus efficaces pour les pyodermites, puisqu'ils ont une action mécanique. Ils permettent d'éliminer les débris cutanés. Et ensuite, on fait un deuxième shampoing qui va pouvoir être appliqué sur une peau propre. Et le temps d'action va permettre l'action antiseptique. Il existe d'autres types de formes galéniques pour les traitements antiseptiques topiques, mais qui ne vont pas permettre une efficacité aussi intéressante que les shampoings. Dans les traitements topiques antibiotiques, on va trouver les pommades. Pour les pyodermites superficielles, eh bien, une étude a montré que de la même façon, il y avait deux groupes. Un groupe T qui recevait des shampoings 2 fois par semaine à base de chlorhexidine et des sprays à la chlorhexidine tous les jours, sauf les jours des shampoings. Le groupe S, quant à lui, recevait un traitement systémique antibiotique à base de amoxicillinacide clavulanique à 25 mg/kg per hospit. Et on peut voir l'évolution du groupe S et du groupe T en fonction du temps. Et ce qu'on a observé dans cette étude, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de différence significative sur la guérison qu'on ait donné un traitement systémique antibiotique ou un traitement topique antiseptique. Et donc, le traitement topique antiseptique, les shampoings antiseptiques sur la pyodermite superficielle étaient suffisants pour la guérison. Et donc, dans le contexte actuel, il faut absolument suivre les résultats de cette étude et les recommandations actuelles que je vous présenterai après, c'est-à-dire utiliser ces traitements antiseptiques. Pour les traitements topiques, ce qu'on peut utiliser pour les pyodermites canines, c'est une pommade antibiotique à base d'acide fusidique. L'avantage, c'est qu'elle est active dans le pus, elle agit très bien sur les bactéries gram-positives, et la bactérie la responsable de plus de 90% des pyodermites chez le chien, c'est Staphylococcus pseudointermedius, qui fait partie de ces bactéries gram+. Des études ont montré que cette pommade, cet antibiotique diffusait jusqu'à la profondeur de l'infundibulum du follicule pileux et qu'elle était efficace à la fois sur des staphylocoques pseudointermedius sensibles à la méticilline, mais également sur des staphylococcus pseudointermedius résistants à la méticilline. Pour les traitements systémiques, les antibiotiques systémiques, eh bien déjà, comment les choisir? On va décider de prendre des antibiotiques qui ont une bonne diffusion cutanée. Évidemment, vous me direz, mais c'est important de le rappeler. Il faut qu'ils soient actifs contre cette bactérie qui est responsable de la majorité des pyodermites chez le chien, qu'ils soient bien tolérés avec peu d'effets secondaires, qu'ils puissent être donnés par voie orale et que leur coût soit limité. Pourquoi ces points sont importants? Eh bien parce qu'on va le voir par la suite, les traitements des pyodermites sont longs. C'est minimum 3 semaines de traitement antibiotique systémique. On comprend que donc pour limiter les défauts d'observance, il est important que les effets secondaires ne soient pas importants, et surtout si on les met pendant longtemps, que l'administration soit orale, parce que si on devait faire des injections sous-cutanées régulièrement pendant 6 semaines, ce serait très difficile, et que le coût soit raisonnable. Évidemment, on ne met jamais de traitement corticoïde si on est face au diagnostic d'une pyodermite, donc d'une infection bactérienne. Eh bien, ces critères nous permettent de présenter 4 familles d'antibiotiques qui auront une efficacité dans les pyodermites canines. Nous avons les bêta-lactamines, les lincosamides, les sulfamides associés à trimethoprim et les quinolones. Parmi ces familles, l'amoxicilline acide clavulanique à la posologie de 12,5 à 25 mg/kg 2 fois par jour, la céphalexine 15 à 30 mg/kg 2 fois par jour, la céphomycine à 8 mg/kg sous-cutané tous les 2 semaines, la clindamycine à 11 mg/kg 1 fois par jour pour les pyodermites, les TMPS à 15 mg/kg 2 fois par jour, et les quinolones, marbofloxacine à 2,5 à 5 mg/kg suivant les germes par kilo 1 fois par jour, et l'enrofloxacine 5 mg/kg 1 fois par jour. Donc voilà pour les différentes familles. On a vu les traitements topiques, les traitements systémiques. Ensuite, il faut gérer cette pyodermite au long cours. Et ce qui est très important, ça va être d'identifier le caractère primaire ou secondaire de la pyodermite. Bien discuter avec le propriétaire, on en reparlera plus tard, et de suivre l'animal. Il faut savoir que les pyodermites primaires, c'est fréquent. C'est-à-dire que quand on a une pyodermite, on la traite. Et si quand vous avez votre animal et qui revient avec le traitement, il est guéri, il n'y a pas de cause sous-jacente. Vous avez traité la pyodermite, l'animal est guéri. Très bien. Eh bien, la gestion au cours de ce genre de cas, c'est préventif. Comment prévenir les récidives de ces pyodermites primaires? Et donc, pour ce faire, eh bien, vous pouvez, il est conseillé de délivrer des traitements antiseptiques, des shampoings antiseptiques à effectuer régulièrement. Pour les pyodermites secondaires, eh bien, de la même façon, on va traiter la pyodermite, le chien revient, il n'y a plus de bactéries, mais il a toujours sa dermatose sous-jacente. Si par exemple,
suspecter une dermatite atopique, il va continuer de se gratter même s'il n'a plus ces bactéries. Donc pour les pyodermites secondaires, une fois qu'on a traité la pyodermite, eh bien, il faut prendre en charge la cause sous-jacente. Et les causes sous-jacentes les plus fréquentes des pyodermites chez le chien, ce sont surtout les dermatoses allergiques, DAPP, dermatite atopique, les dermatoses parasitaires, comme par exemple la gale sarcoptique. On peut avoir également les dysendocrinies, les administrations de corticoïdes ou des soins topiques agressifs. La dernière chose, ce sont les bonnes pratiques d'hygiène. Et ça, vous le verrez avec Didier Pin, les bactéries peuvent se transmettre par contact direct. Il est donc important que ces pratiques soient respectées par le propriétaire, mais également par le vétérinaire. Alors, ce schéma pour bien se laver les mains, on ne va pas en parler puisqu'on est tous au taquet avec la Covid, on sait tous comment se laver les mains, donc ça, c'est très bien. Mais donc, il est recommandé de bien se laver les mains entre chaque patient et de bien désinfecter sa clinique et changer de blouse tous les jours. Maintenant qu'on a vu ce traitement des pyodermites, eh bien, comment le mettre en place de façon raisonnée dans le but de lutter contre l'antibiorésistance? Déjà, ces bactéries multirésistantes, il faut savoir que depuis la nuit des temps, elles présentent des résistances naturelles. Par exemple, Pseudomonas est naturellement résistant à l'acide fusidique. Mais elles présentent également des résistances acquises, et c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes. Ces résistances acquises, eh bien, il a été prouvé qu'elles étaient liées à l'utilisation des antibiotiques. Ici, je vous ai mis plusieurs articles. Ce premier article, en haut à gauche, présentait la corrélation entre le fait d'avoir eu un traitement antibiotique dans le mois qui précédait la consultation et le pourcentage de Staphylococcus pseudointermedius résistant à la méticilline. Ici, vous avez une courbe qui est extraite de cet article pour lequel il était, en fait, c'était un ensemble de laboratoires qui avaient relevé des souches bactériennes et qui avaient donc l'identification et l'antibiogramme. Et donc, les dossiers des animaux avaient été pris pour voir si les bactéries résistantes à la méticilline étaient associées ou non à des traitements antibiotiques précédents par rapport aux bactéries sensibles à la méticilline. Et donc, ces graphes ont mis en évidence qu'effectivement, il y avait une différence significative et que les staphylocoques pseudointermedius résistants à la méticilline étaient souvent associés, ou en tout cas corrélés, à un plus grand nombre de traitements antibiotiques précédents. Dans cette étude, de la même façon, on pouvait voir que l'utilisation de bêta-lactamine et de fluoroquinolone avait favorisé le développement de germes résistants, et notamment à la méticilline de staphylocoque. Enfin, cette dernière étude plus récente a montré en fait les mêmes résultats que l'utilisation d'antibiotiques, et notamment plusieurs classes d'antibiotiques différentes. Eh bien, quand ça avait été utilisé dans le passé et que vous voyez l'animal en consultation, eh bien, à ce moment-là, lors des antibiogrammes, on voyait qu'il y avait plus souvent une résistance du Staphylococcus pseudointermedius à la clindamycine. Donc, vis-à-vis de ça, on sait qu'il y a beaucoup d'antibiorésistance, le contexte actuel est très alarmant, et tout ça, c'est dû à l'utilisation des antibiotiques. Et bien, qu'est-ce qu'on peut se conseiller? C'est de suivre les recommandations des groupes d'experts. Les experts internationaux ont fait de nombreuses recommandations suivant les années. Vous avez ici les deux du bas qui datent de 2012, celle-ci de 2014 pour les pyodermites superficielles, et celle-ci de 2017, plus récente, sur le traitement, l'approche des pyodermites à staphylocoque résistants à la méticilline. Elles sont très intéressantes et je me suis basée sur toutes ces informations pour vous faire cet exposé. Mais il faut savoir que la réglementation dans les différents pays n'est pas la même. Et donc, il est très important de toujours regarder les recommandations des groupes d'experts de notre propre pays. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter également les recommandations de la France, qui ont été faites par des groupes d'experts français et qui ont été faites en 2016, suite à la mise en place du plan Éco-Antibio, dont je vous parlerai en conclusion. Vous voyez que les recommandations qui ont été faites concernent les différents types de pyodermites. On trouve la pyodermite de surface, superficielle et profonde, et elles ont été faites chez le chien. Eh bien, maintenant que nous avons ça, on va voir quand utiliser un antibiotique, lequel utiliser et comment l'utiliser dans la lutte contre l'antibiorésistance. Quand l'utiliser, ça, on vient de le voir. Face à une pyodermite superficielle et profonde diffuse, on pourra mettre un antibiotique systémique. Face à une pyodermite profonde localisée, un antibiotique topique. Bien sûr, ce traitement est toujours associé à un shampoing antiseptique et il est dépendant du diagnostic. Doit-on faire un antibiogramme pour mettre en place cet antibiotique? Eh bien, l'antibiogramme n'est pas systémique. Il doit se faire systématique, pardon. Il doit se faire dans certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Eh bien, face à une pyodermite profonde grave, sévère, une urgence médicale, lors d'échecs thérapeutiques,
une pyodermite, vous la mettez sous traitement, le traitement permet une amélioration et vous avez une rechute pendant le traitement, par exemple. Ou une pyodermite chronique pendant un traitement et au bout de 4-6 semaines, vous avez toujours des lésions résiduelles. Lorsque vous observez des bacilles, il faut savoir qu'en dermatologie, le bacille qui est responsable de la plupart des pyodermites, c'est Pseudomonas aeruginosa, qui fait très facilement des résistances bactériennes. Donc on voit des bacilles, il faut faire un antibiogramme. Si dans l'historique de l'animal qui vous est présenté, il a été antérieurement isolé un staphylococcus pseudo-intermedius résistant à la méticilline. Enfin, si vous voulez prescrire un antibiotique critique dans le respect de la loi de 2016 que je vais vous présenter juste après, il sera nécessaire de faire cet antibiogramme. Comment faire l'antibiogramme? Alors, bon, ça c'est des rappels, mais j'en profite pour vous les dire. Donc, si vous avez une lésion de type pustule, furoncle, fermé, eh bien, vous allez pouvoir presser, faire sortir le pus ou le pus mélangé avec du sang et prélever grâce à un écouvillon stérile le liquide qui en ressort pour l'envoyer dans un laboratoire vétérinaire spécialisé. Dans le cadre de dermatites avec des cellulites bactériennes associées à des dermatites de léchage où vous avez des lésions en plaques, d'où sort du pus quand on presse de tous les côtés, à ce moment-là, je vous conseille plutôt de faire une biopsie cutanée et d'envoyer la profondeur de votre biopsie à ce laboratoire dans un peu de sérum physiologique stérile. Donc cette fameuse loi de 2016, nul n'est censé ignorer la loi, c'est pour ça que je vous le rappelle. Donc cette loi est relative à la prescription et à la délivrance des médicaments, des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire. Elle concerne les céphalosporines de 3e génération et de 4e génération et les fluoroquinolones. Elle concerne également des antibiotiques critiques à usage humain qui sont interdits pour la dermatologie vétérinaire canine. Donc oui, il y a des petites exceptions pour ophtalmiques, pour des dermatoses et des équidés, mais là, dans notre présentation sur les pyodermites canines, il faut se rappeler qu'elles sont absolument interdites. Qu'est-ce que dit cette loi? Eh bien, pour les antibiotiques céphalosporines de 3e génération, 4e génération et les fluoroquinolones, il faut absolument un antibiogramme, il est obligatoire, prescrit par la loi, il doit dater de moins de 3 mois, réalisé dans un laboratoire d'analyse bactériologique vétérinaire, et vous devez suivre les résultats de l'antibiogramme ou appliquer le principe de désescalade. La prescription est limitée à 1 mois non renouvelable, donc il faut revoir l'animal tous les mois et réaliser une nouvelle prescription, et au bout de 3 mois, refaire un antibiogramme. Ceci est valable quelle que soit la voie d'administration, donc si vous utilisez un traitement topique auriculaire avec des fluoroquinolones, eh bien vous êtes obligé de réaliser un antibiogramme, de la même façon que pour des fluoroquinolones systémiques. Maintenant qu'on a vu quand les utiliser, on va voir lesquels choisir. Et pour ça, on va se baser justement sur les fiches de recommandation de l'utilisation des antibiotiques pour les pyodermites qui ont été faites par le groupe d'experts, notamment du GEDAC. Ils ont en fait une catégorisation de ces antibiotiques avec une catégorie 1 qui est l'utilisation de l'antibiothérapie de première intention dans les pyodermites canines. Il y a 2 sous-catégories, une première avec une activité très importante sur Staphylococcus intermedius qui comprend l'amoxicilline acétylclavulanique, la céphalexine et l'acide fusidique. L'autre sous-catégorie a une activité un peu plus faible, mais néanmoins très importante, sur Staphylococcus pseudo-intermedius, et on retrouve ici la clindamycine et les TMPS. La deuxième catégorie sont les antibiotiques critiques, les fluoroquinolones, la céphomycine, qu'on vient de voir tout à l'heure dans la loi. La troisième catégorie, ce sont les antibiotiques qui sont déconseillés. Pourquoi? Parce que les résistances sont fréquentes, parce qu'il y a une mauvaise diffusion cutanée ou une toxicité quand on le donne par voie orale pendant longtemps. Alors, une petite chose que je voulais préciser, c'est juste que les tétracyclines, en fait, après vérification, diffusent bien dans la peau. Aujourd'hui, il y a des études, et ça date de 2016, il y a des études qui montrent que la doxycycline diffuse très bien dans la peau. Elle reste quand même déconseillée, elle est bactériostatique. Et puis, si on regarde les résultats du Rezapad de 2019 qui a été publié, il faut savoir qu'il y a 46% des Staphylococcus pseudo-intermedius qui présentaient une résistance à cet antibiotique. Les résistances acquises sont très nombreuses face aux tétracyclines, quand par exemple les fluoroquinolones, on avait 9% de résistance avec les résultats du Rezapad français. Enfin, la dernière catégorie, quatrième, ce sont les antibiotiques qui sont interdits. Ceux que vous n'avez pas le droit d'utiliser, que nous n'avons pas le droit, c'est interdit de les utiliser. Ces antibiotiques sont les antibiotiques à usage humain, comme la mupirocine, qui sert par exemple à décoloniser Staphylocoque doré chez l'homme, ou la rifampicine. Alors la rifampicine, c'est vrai que quand vous en
un prélèvement pour culturer un antibiogramme, elle est très souvent testée. Et en fait, c'est testé pour justement ces réseaux de surveillance comme le RESAPAT et vérifier que Staphylococcus pseudointermedius reste toujours bien sensible à cet antibiotique. Mais il est interdit de le délivrer. Tous les antibiotiques d'usage hospitalier, comme l'imipémène, la vancomycine, la tisarquiline, tous ces antibiotiques sont interdits en dermatologie vétérinaire. Et enfin, les céphalosporines de 3e génération avec une AMM dans d'autres espèces, comme par exemple des espèces bovines ou porcines. Maintenant qu'on sait quand les utiliser, lequel, comment on va faire? Eh bien donc, je le redis encore un coup, toujours avec un traitement topique. Et il est important de respecter un principe de strictement supérieur pour la dose. C'est-à-dire que si vous avez un chien de 10 kg, auquel vous voulez prescrire de la céphalexine à 15 mg kilobid minimum, eh bien, il ne faudra jamais donner un traitement à 150 mg. Il faudra toujours se mettre strictement supérieur et choisir une galénique supérieure, par exemple, 200 mg matin et soir. On sait que la dose est entre 15 et 30 mg kilobid. Avec les 200, il n'y a pas de souci. Et on est strictement supérieur aux 15 mg kilobid. La durée, bien suivant la molécule que vous allez mettre, c'est 1 à 2 fois par jour. Et c'est un traitement de minimum 3 semaines, jusqu'au moment du contrôle. Pour les pyodermites superficielles, lorsque vous revoyez l'animal, à ce moment-là, si vous avez mis en place un traitement antibiotique systémique parce qu'elle était généralisée, sévère, eh bien, il faudra continuer 7 jours de plus de traitement antibiotique systémique après la guérison clinique et cytologique. Si vous êtes face à une pyodermite profonde, eh bien, lorsque vous allez revoir l'animal après 3 semaines de traitement, si vous êtes face à une guérison clinique et cytologique, vous devrez encore prolonger l'antibiothérapie de 3 semaines, comme le cas qui nous a été présenté par Adrien tout à l'heure. Voilà pour la présentation. Donc, pour en revenir sur les limites du sujet, je vous ai dit que je vous parlerai très rapidement des otites et du chat. Qu'est-ce qu'il en est chez le chat? Donc, les otites, une diapositive. Il faut savoir qu'il y a également des fiches de recommandation qui ont été faites par le GEDAC sur les otites externes non purulentes et les otites moyennes chez le chien et le chat. Et pour rappel, en fait, vous allez voir que c'est la même chose que pour les pyodermites. Les otites, de la même façon, il y a une classification. Les otites externes, les otites moyennes. Une otite externe se traite avec des nettoyants et des traitements topiques. Une otite moyenne avec des nettoyants, des traitements topiques, des traitements systémiques. Donc dans nettoyant, je veux dire traitement antiseptique, et dans traitement topique, traitement antibiotique. Eh bien, le traitement d'une otite, vous voyez, comme la pyodermite, c'est 3 semaines de traitement. Si on est face à une otite externe, au moment de la guérison clinique et cytologique, on fait encore 1 semaine de traitement. Et dans les otites moyennes, lorsqu'on a une guérison clinique, cytologique et à l'autoscope, le tympan qui est de nouveau intègre, eh bien on ajoutera 3 semaines de guérison. De la même façon que pour les pyodermites, vous voyez que c'est très semblable, eh bien il faut rechercher un facteur primaire, une allergie, un corps étranger, un parasite. Mais parfois, eh bien, comme pour les pyodermites, il n'y a pas de facteurs sous-jacents, facteurs primaires qui peuvent être mis en évidence. Pour le chat, eh bien pour le chat, tout ce que je vous ai présenté s'applique également. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez le chat, les pyodermites sont un peu moins fréquentes que chez le chien et qu'elles sont très souvent associées à des causes sous-jacentes, beaucoup plus que chez le chien. Et on va avoir en première cause sous-jacente les allergies avec la DAPP, la dermatose prurigineuse chronique non liée au picu-puce, qu'on peut trouver appelée dermatite atopique parfois dans certains livres, donc cette dermatose allergique, les maladies inflammatoires comme l'acné féline, les infections virales ou des tumeurs, des infections fongiques, la mastocytose papuleuse, appelée avant urticaire pigmentaire. Mais tout ce que je vous ai présenté est valable pour le chat. Finalement, quelles vont être les causes qui vont permettre la sélection de ces germes résistants? Pour un petit peu résumer tout ça, eh bien, c'est une erreur dans la posologie, c'est-à-dire un dosage qui n'est pas respecté, une fréquence pas respectée ou une durée trop courte. L'absence de traitement topique ou une fréquence de la même façon qui est diminuée, pas suffisante, et une durée trop courte. La cause peut être aussi une erreur de diagnostic, quand par exemple on part sur un mauvais diagnostic et qu'on met des antibiotiques. Bon, ça n'arrive plus. Mais ça peut être une cause de sélection de germes résistants ou un diagnostic partiel et où on n'a pas trouvé la cause sous-jacente et la non prise en cause de la maladie sous-jacente. Des défauts d'observance, et c'est pour ça qu'il est très important de prendre le temps de discuter avec les propriétaires de l'antibiorésistance actuellement, mais les propriétaires sont quand même très au courant de ça, et donc ils comprennent très bien quand on leur en parle, il faut un petit temps de discussion pour leur expliquer tout ça, parce que c'est vrai que malgré tout, il y a beaucoup de contraintes au niveau des traitements, les shampoings antiseptiques 2 fois par semaine sur un berger allemand, c'est pas facile, et des contraintes de coût,
quand on met de la marbofloxacine à 5 mg kg sur un dog allemand, ça coûte très cher. Donc effectivement, ces éléments un petit peu négatifs nécessitent un temps d'explication pour que le propriétaire comprenne bien qu'il n'y ait pas de défaut d'observance. L'utilisation de traitements corticoïdes peut également être en cause dans ces sélections de germes résistants. Et enfin, l'utilisation de certains traitements, et malheureusement, là, on n'y est pour rien. C'est vrai que quand on est face à une otite à Malassezia, et ben malheureusement, il n'existe pas de traitement dans notre pharmacopée vétérinaire qui ne contienne qu'un antifongique. On a à chaque fois un antibiotique, et donc ça, malheureusement, eh bien, ça peut participer à la sélection des germes résistants. Une étude, pour conclure, que j'ai trouvé intéressante dans la bibliographie, qui a été faite en 2014 dans 73 cliniques vétérinaires au Royaume-Uni. Et donc, en fait, il a été repris tous les cas de pyodermite canine chez le chien et observé comment avaient été faits les traitements. Et donc, ce qui a été observé à ce moment-là, c'est que 64,1% des cas de pyodermite avaient été traités uniquement avec des traitements systémiques. 27% avaient eu à la fois un traitement topique et systémique, et puis vous voyez que 4% avaient eu un traitement uniquement topique. Donc vous voyez que là, les recommandations n'étaient pas suivies. Alors on était en 2014, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais voilà ce qui peut expliquer un petit peu cette antibiorésistance très très importante aujourd'hui. D'une autre façon, ici on avait plus de 40% des chiens dans cette étude qui avaient reçu 14 jours maximum de traitement antibiotique systémique. En conclusion, eh bien, il faut savoir que ce contexte d'antibiorésistance est alarmant, que la résistance bactérienne est liée à l'utilisation des antibiotiques, et donc il faut utiliser les antibiotiques de façon raisonnée. Il est très important d'établir un diagnostic de pyodermite avec certitude, de faire avec la clinique classifier le type de pyodermite qu'on a pour mettre en place le traitement et de suivre les recommandations. Il faut savoir que toutes ces recommandations, elles découlent d'un plan éco-antibio qui a été réalisé notamment par le ministère de l'Agriculture. Il y a eu 2 plans éco-antibio. Le premier c'était de 2011 à 2016 et son objectif était de diminuer de 25% l'utilisation des antibiotiques sur les animaux. Eh bien, il se trouve qu'il a été largement dépassé puisque on a diminué l'utilisation des antibiotiques de 37%. Voilà, il y a quand même du positif, ça c'est très bien. Et ce plan éco-antibio, eh bien, quel était son objectif? C'était d'augmenter un petit peu toutes les communications. Donc c'est pour ça que toutes ces recommandations ont été faites et donc d'arriver à cet objectif. Le deuxième plan éco-antibio se termine en 2021, donc on va avoir les résultats sous peu. Son objectif était surtout lié à l'utilisation de la colistine chez les animaux de rente et de renforcer le plan éco-antibio 1. Voilà, donc j'en ai terminé. Ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est l'importance du diagnostic. C'est la prescription des antibiotiques, eh bien, si elle doit se faire, elle doit être raisonnée. Voir la pyodermite dans son ensemble et avoir une approche globale de l'infection et utiliser systématiquement des produits topiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera ravis de vous répondre dans le chat. Pour les références, donc voilà, j'en ai utilisé plusieurs. Si vous êtes intéressés, il n'y a aucun souci, je pourrais vous envoyer, vous me donnez votre mail, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous. Merci Marion. Dans la transition vers Didier, on va peut-être en profiter d'aborder 2 petites questions qui étaient apparues dans le chat et qui étaient relatives au cas clinique, mais qui ont certainement été, pour lesquelles tu as répondu pratiquement, je pense. Mais on va en profiter. Il y avait une première question sur le prélèvement, les modalités de prélèvement du pus, s'il y avait des quantités nécessaires ou un moyen de transport, d'un milieu de transport recommandé pour un antibiogramme de qualité. Alors, attendez. Donc, en termes de quantité de pus, non, une pustule folliculaire, qui est quand même une pustule de petite taille, puisqu'elle est uniquement localisée sur un follicule pileux, lorsqu'on la presse et qu'on récupère le pus avec l'écouvillon, ça va suffire pour le laboratoire pour faire pousser le germe en question. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'envoi, il faut savoir que les bactéries, l'intérêt, c'est qu'elles se multiplient pour qu'elles poussent abondamment dans le laboratoire. Donc, effectivement, il faut que quand vous fassiez le prélèvement, vous utilisiez un matériel qui soit stérile. Il ne faut pas désinfecter la pustule avec de la chlorhexidine, par exemple, parce que la surface de la pustule est très fine. Et donc, si vous mettez un antiseptique bactéricide sur la surface, vous risquez d'avoir moins de bactéries dans votre prélèvement. Par contre, vous pouvez passer un peu de sérum physiologique ou, avec les mains bien propres et votre matériel stérile,
percer la pustule pour récupérer le contenu. Vous le mettez ensuite donc dans le contenu fait pour votre petit écouvillon et vous l'envoyez tel quel au laboratoire. Pour la biopsie cutanée, ce qui nous intéresse, comme je vous avais dit, c'est par exemple dans les dermatites de léchage, quand on a une lésion en relief avec des bactéries qui sont vraiment en profondeur, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est en profondeur. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va désinfecter la surface de la peau, réaliser une biopsie avec un matériel stérile, enlever l'épiderme, parce que sur l'épiderme, on va avoir des bactéries qui peuvent être des contaminants. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est dans le derme, et mettre ce petit bout de biopsie, du coup, plutôt dermique, dans un tube sec, voilà, dans lequel vous avez pu mettre du sérum physiologique stérile et l'envoyer comme ça au laboratoire. Voilà, en espérant avoir répondu à la question. Alors, il y en a une deuxième dans la foulée qui est plus relatif au cas clinique encore précédemment, c'est-à-dire finalement l'antibiotique était-il vraiment nécessaire? Alors, du coup, on avait une pyodermite qui était profonde, même si elle était secondaire à une DAPP, en tout cas c'est ce qu'on suppose dans ce cas clinique. Les recommandations dans le cadre de pyodermite profonde, surtout quand elles sont généralisées et sévères comme dans ce cas-là, ça reste d'utiliser un traitement antibiotique systémique. Alors peut-être qu'en résolvant la cause primaire, donc la DAPP, et avec des shampoings antiseptiques 2 fois par jour, comme avait été fait la première semaine, ça aurait pu suffire. Néanmoins, on a quand même respecté les recommandations internationales dans ce cas clinique. Très bien, merci. On va rendre la parole à Didier. Je vais enlever la musique. Et Didier, par contre, je vais demander à un des participants qui est arrivé récemment, Mouton, de désactiver sa vidéo, s'il vous plaît. Et Didier, à toi l'honneur. Merci Luc et bonsoir à tous. J'ai pensé terminer cet exposé en essayant de vous présenter quelques nouveautés concernant le microbiote, ou au moins l'état des connaissances rapidement. Et vous allez voir qu'en plus, ce microbiote a un rôle dans la transmission, dans ce contexte d'antibiorésistance, et éventuellement même avec des risques zoonotiques. Donc on va voir ce que c'est qu'un microbiote, de quoi est composé rapidement le microbiote cutané du chien, surtout son origine, l'édification et son évolution au cours du temps, et puis les échanges des microbiotes et les risques zoonosiques liés à ces échanges. Alors par définition, un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui, en l'occurrence là, on s'occupe du microbiote cutané, donc qui vivent à la surface de la peau. Il est composé de bactéries, d'archées, c'est-à-dire de bactéries ancestrales, de virus et d'eucaryotes, un type de champignons et de parasites. Donc vous voyez en haut là les photos. En haut, vous avez une photographie en microscopie électronique à balayage et vous voyez des coques à l'entrée d'un infundibulum folliculaire de chien. Au milieu, vous avez reconnu des Malassezia et en dessous, un Demodex. Le microbiome a une définition beaucoup plus large puisqu'il intègre les micro-organismes, c'est-à-dire le microbiote, leur génome et tous les facteurs qui déterminent le milieu, c'est-à-dire qu'il s'agit du biotope en général. Le microbiote cutané du chien a été un petit peu exploré, moins que celui de l'homme. Et là, j'ai choisi 3 articles récents qui ont, comme vous pouvez le voir, les premiers étudié le microbiote de chiens d'âge et de races très différentes. Et petit à petit, on s'est aperçu que les résultats étaient peu pertinents. Et donc, les études vont maintenant vers l'étude de l'incorporation de chiens d'un nombre de races limité et en assez grand nombre pour avoir des résultats pertinents et surtout vivant dans des milieux relativement identiques et de même âge, puisque maintenant il est prouvé que le microbiote évolue avec l'âge. Donc ce microbiote, chez le chien, d'abord il a une richesse totalement insoupçonnée auparavant, puisque avant on avait les résultats par culture et on est
on arrivait à identifier un certain nombre de bactéries. Là, il y en a un nombre considérable, ça se compte par centaines. Vous voyez sur l'image du haut les quelques flèches rouges qui vous indiquent des sites muqueux et les flèches vertes vous indiquent des sites cutanés. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une variabilité extraordinaire de bactéries sur les sites cutanés, un peu moins sur les sites muqueux. Quoi qu'il en soit, on a une grande différence de richesse du microbiote pour un chien entre les différents sites cutanés et pour un même site entre différents chiens. On va voir un petit peu quelles en sont les raisons après. Là, vous avez donc une étude qui, chaque barre représente un chien et les couleurs représentent les différents groupes bactériens. Et vous voyez qu'il y a quand même une certaine diversité, même si on retrouve certaines couleurs, mais on a entre les individus, il y a quand même une assez grande diversité. Et à un tel point qu'on a pu identifier 20 phylums, 51 classes, 69 ordres, 132 familles et 245 genres de bactéries. Alors, je vous passe sur les pourcentages des différents groupes bactériens qui n'ont pas grande importance pour le sujet du soir. Simplement, il y a quand même une certaine homogénéité parmi les mammifères parce que les groupes bactériens sont les plus courants, sont à peu près les mêmes chez tous les mammifères. Et en particulier entre le chien et l'homme, on trouve quasiment les mêmes groupes classés dans le même ordre quand on va s'intéresser du plus fréquent au moins fréquent. Il y a également quelques familles qui sont particulièrement représentées dans certains sites, mais ça peut varier également selon les études. Le microbiote d'un chien, il est dû essentiellement à l'individu lui-même. C'est-à-dire que les microbiotes sont assez particuliers selon les individus, puisque l'individu explique entre 20 et 45% de son microbiote. À un tel point que certaines familles bactériennes sont quasiment spécifiques de certains individus, et ainsi, dans une des études, la famille des Listeriacées représentait 22,5% du microbiote d'un berger allemand. Alors, il y a d'autres exemples après. Le site cutané explique 12 à 17% du microbiote. La race, vous voyez, n'explique que 9 à 10% des microbiotes. Et les études ont montré qu'il existait un microbiote résident, c'est-à-dire un groupe de bactéries qui était composé d'environ 39 familles bactériennes et qui à lui seul expliquait 70% de la composition du microbiote à l'échelle de l'individu ou à celle des sites. Alors ce qui est intéressant quand on pense, on parle de microbiote, on pense tout de suite à la défense contre les bactéries pathogènes. Et c'est effectivement sous cet aspect-là qu'il est abordé le plus souvent. Par exemple, chez l'homme, des études ont montré qu'une souche de Staphylococcus epidermidis sécrète une enzyme qui inhibe Staphylococcus aureus. Staphylococcus lugdunensis sécrète également un antibiotique qui s'appelle la lugdunine, qui agit sur Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermidis et Staphylococcus hominis sécrètent des lentibiotiques et qui ont une action synergique avec les peptides antimicrobiens naturels, à tel point certains imaginent leur utilisation, ou l'antibiotique, leur utilisation en thérapeutique. De la même manière, Corynebacterium striatum induit une perte de pathogénicité de Staphylococcus aureus. Donc, ces bactéries commensales ont essentiellement des actions bénéfiques. Parfois, malheureusement, certains bactéries commensales, telles que Propionibacterium acnes, produit dans cet exemple-là de la corproporphyrine 3, qui, elle, est favorise le développement de Staphylococcus aureus. Donc, on comprend bien que selon la qualité et la composition du microbiote, on peut avoir des effets plutôt bénéfiques ou plutôt délétères. Quelque chose qui est nouveau et qui, moi, m'a stupéfié, c'est que quand vous regardez le diagramme du haut, qui représente chaque chien, chaque colonne est un chien, c'est le même diagramme que tout à l'heure, on voit une certaine hétérogénéité dans la composition du microbiote, et on se dit, tiens, est-ce qu'il y aurait une raison
pour cette hétérogénéité? Eh bien, si on transforme les bactéries en leur fonction biologique, par exemple, certaines bactéries sont plus dans le métabolisme de tel, par exemple, de l'urée, du sucre, etc. Donc, si on utilise pour faire ce même diagramme, non pas les bactéries, leur nom et leur groupe, mais leur fonction biologique, vous voyez dans le schéma du dessous que le microbiote, cette fois, devient parfaitement homogène entre les chiens. Et donc, en fait, la diversité des microbiotes liés à l'individu est là pour compenser la diversité des conditions biologiques dans la surface de la peau des différents individus et pour permettre au microbiote d'assurer un certain nombre de fonctions qui sont vraisemblablement très importantes pour l'homéostasie cutanée. L'origine du microbiote. Alors, certains imaginent un microbiote qui naîtrait in utero. La stérilité de l'utérus serait remise en question par certains articles. Ça reste très discuté à l'heure actuelle. Mais ce qu'on sait, c'est que le microbiote naît vraisemblablement au moment de la mise bas chez la chienne et de la naissance chez l'enfant. Chez l'homme, le microbiote est essentiellement vaginal, le microbiote cutané. Puis il devient oral lors, par exemple, de la tétée, et puis il finit par être cutané. Chez le chien, c'est vraisemblablement différent puisque le chiot est enfermé dans l'amnios et que, en fait, la chienne déchire l'amnios et lèche en premier son chiot, et donc le microbiote est vraisemblablement oral, puis cutané, beaucoup plus que vaginal. Chez l'homme, il a été montré que le mode de naissance, donc par voie naturelle versus césarienne, avait une importance sur le microbiote cutané, et même que un enfant né par césarienne avait un microbiote particulier, plutôt d'origine cutanée, et avait ce qu'il prédisposait au développement de dermatite atopique. Alors chez le chien, il n'y a pas d'études dans ce sens-là, mais juste une remarque, une des races qui est le plus touchée par les naissances par voie césarienne, c'est la race bulldog français, qui était comme par hasard une des races les plus atteintes par la dermatite atopique. De là à en faire un lien, de créer un lien, il faudrait étudier. Pendant les premiers mois, le microbiote va évoluer avec des sources multiples que sont les congénères, l'environnement, et une étude récente a montré que la saison, l'origine géographique, l'hygiène de l'élevage et l'accès à l'extérieur sont les principaux facteurs influençant la composition du microbiote cutané chez le chien, mais également les contacts avec l'homme. Les variations, bien sûr, vont avoir lieu tout au long de la vie, sous l'influence de facteurs de l'hôte et du facteur de milieu extérieur. Les facteurs internes liés à l'hôte sont l'état physiologique, l'âge, le sexe, le stade hormonal, l'état cutané et l'importance de la sudation par les glandes sudoripares apocrines, ainsi que bien sûr l'état pathologique. Les facteurs externes, c'est tous les facteurs environnementaux, que ce soit la température, l'humidité, les agressions physiques, les agressions chimiques, les agressions biologiques, bactéries, champignons, virus, parasites, antigènes, et également les microbiotes des organismes en contact avec l'individu, qu'ils soient humains, qu'ils soient animaux ou que ce soit l'environnement. Et bien sûr, on ne peut pas imaginer que des traitements antérieurs, en particulier antibiotiques, ne puissent pas avoir d'impact sur la composition du microbiote. Alors maintenant, venons-en aux échanges des microbiotes. Et en fait, il a été montré que par analyse de la poussière recueillie par aspiration dans 35 maisons, on étudiait à partir de cette poussière les critères qui étaient l'âge de la maison, la concentration en moisissure, le nombre d'occupants, l'humidité relative, la température de l'habitation et également, c'est là où ça nous intéresse, la présence de chiens ou de chats. Et si, sans surprise, la richesse du microbiote, c'est-à-dire du microbiote fongique, est proportionnelle à l'âge de la maison, à l'index de moisissure et à l'humidité, la diversité et l'homogénéité du microbiome bactérien dans l'environnement sont directement liées à la présence des chiens. Vous voyez que les chats là n'apparaissent que très peu, mais c'est essentiellement le chien. Et il y a 104 espèces bactériennes qui font la différence
de manière notable entre les environnements où vivent des chiens et ceux où ne vivent aucun animal, et en particulier l'absence de chiens. C'est le schéma en bas à gauche. Et parmi les 104 espèces bactériennes, vous retrouvez bien évidemment le Staphylococcus pseudointermedius du chien et j'ai entouré également Streptococcus canis. Mais il y en a bien sûr bien d'autres, mais ceux-là sont ceux qui peuvent nous intéresser en dermatologie et en otologie. Ensuite, les études se sont intéressées à l'échange entre les microbiotes des chiens qui coexistaient avec le temps, et ils ont montré qu'il y avait des échanges de germes au sein d'une communauté entre chiens, et plus le temps passait, plus les microbiotes avaient tendance à devenir homogènes entre les différents chiens vivant ensemble. Et non seulement entre chiens, mais également, c'est l'article de droite, entre membres d'une même famille, qu'ils soient humains ou qu'ils soient canins. Et les échanges vont dans les deux sens. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un animal domestique soit réservoir d'un germe d'origine humaine, que ce soit un germe commensal ou que ce soit un germe résistant aux antibiotiques, que ce soit un staphylocoque doré résistant à la méticilline ou qui soit résistant à d'autres antibiotiques, voire non résistant. Et inversement, bien évidemment, on peut concevoir qu'un homme puisse être réservoir d'un germe d'origine canine, un staphylocoque pseudointermedius, résistant ou non, ou d'un autre germe pathogène. Et donc, dans mon petit schéma en dessous, vous pouvez imaginer le trajet, le voyage que peut faire, par exemple, un staphylocoque résistant à la méticilline, un staphylocoque doré, d'origine humaine, qui passe chez le chien. Il est disséminé entre les différents chiens de la maison ou les chiens contacts, et puis il peut repasser du chien à l'humain pour être disséminé parmi les différentes personnes de la famille, et puis être à l'origine d'une résistance lorsque on a besoin d'un antibiotique auquel il est résistant. Et l'inverse est vrai pour le staphylocoque pseudointermedius d'origine canine. Bien sûr que le point de départ est le chien, mais il refera le cercle complet à un moment ou à un autre. Et c'est ces échanges de microbiotes et ces risques zoonosiques qui font qu'on a des souches de staphylocoque doré résistant à la méticilline, mais aussi de staphylocoque pseudointermedius résistant, multirésistant, voire résistant à la méticilline, qui entraînent, là je vous ai mis un certain nombre d'exemples, par exemple entre 1993 et 2002 aux Pays-Bas, il a été retrouvé de nombreux Staphylococcus aureus chez des chiens, des chats, des chevaux et des bovins. Les staphylocoques dorés résistants à la méticilline des animaux domestiques proviennent d'infections de plaies et de pyodermites, beaucoup plus souvent que d'infections respiratoires ou urinaires. Certaines souches de staphylocoques dorés résistants à la méticilline isolées chez les animaux sont des souches connues chez l'homme. Une étude a montré que dans 20 élevages porcins de l'Ontario, 25% des porcs contrôlés et 20% des éleveurs sont colonisés par des staphylocoques dorés résistants à la méticilline. Et une autre étude au Canada et aux USA montre qu'entre 2000 et 2004, les staphylocoques dorés résistants à la méticilline proviennent de personnes côtoyant des chiens et des chats infectés. De même, 3 cas de staphylococcie cutanée de personnes ont été identifiés, ces personnes étant en contact avec un poulain infecté par un staphylocoque doré résistant à la méticilline dans une clinique équine d'une faculté vétérinaire de l'Ontario. De même, il y a quelques cas de pyodermite à Staphylococcus pseudointermedius chez l'homme. Bon, je vous ai mis certains articles. On pourrait refaire la bibliographie. Il y en a certainement beaucoup plus maintenant. D'après le professeur chef du service des staphylocoques, chef du service de référence des staphylocoques de Lyon, Staphylococcus pseudointermedius est un agent responsable de pyodermite assez rarement en cause chez l'homme, mais lorsqu'il est en cause, c'est que généralement il y a un facteur de prédisposition et que ça donne en général des choses relativement graves. Et puis, je n'ai pas pu résister à
hein, la tentation de vous mettre ce schéma qui paraît un peu complexe, bien évidemment, mais simplement, ça met en perspective le cycle de l'antibiorésistance qui n'est pas du tout cantonné aux animaux de compagnie et à l'homme, mais bien sûr est beaucoup plus vaste que ça et touche tous les animaux de rente, mais également les animaux sauvages. Et il y a passage de cette antibiorésistance d'un stade à l'autre par les écoulements, les effluents, etc. À noter qu'il a été retrouvé chez des bactéries uniquement de l'environnement des gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui prouve bien que les antibiotiques étaient passés par là. En conclusion, le microbiote a essentiellement un effet bénéfique, mais il peut abriter des souches résistantes aux antibiotiques. Et les échanges des microbiotes sont précoces, rapides et permanents dès que des gens ou des individus vivent en commun ou ont des contacts plus ou moins réguliers. Et tout cela conduit à un usage raisonné des antibiotiques qui doit être de plus en plus raisonné, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur les microbiotes et l'antibiorésistance. Et puis, nous sommes tous les trois à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci à toi, Didier. Je t'ai mis en plein écran. Voilà. Peut-être tout de suite une question qui vient d'apparaître dans le chat sur l'effet d'un shampoing, même non antiseptique, sur le microbiote cutané. Si effet il y a, quelle durée approximative pour récupérer? Alors, il y a une étude récente, alors je ne l'ai pas citée parce que bon, on ne pouvait pas faire trop long, mais il y a une étude assez récente, oui, utilisant du Melaceb sur un lot de chiens et qui montrait que, alors il faisait un prélèvement avant la série de shampoings et il y avait 2 shampoings par semaine pendant 4 semaines. Il faisait un prélèvement donc avant la série des shampoings, juste après la série des shampoings et 2 ou 3 mois après avoir arrêté la série de shampoings. Et il montrait qu'il y avait une modification du microbiote avec une diminution de diversification des bactéries. Pour les champignons, c'était l'inverse, et que en fait, le microbiote initial était récupéré au bout des 2 ou 3 mois d'abstinence de shampoing. Donc les shampoings ont une action. S'ils sont non antiseptiques, là, il n'y a pas eu d'études. Tout dépend de la fréquence, je suppose. On peut même imaginer des shampoings qui soient totalement d'une innocuité parfaite pour le microbiote. Hein. Merci. Je ne sais pas si, bon, je vais laisser quelques minutes pour voir si d'autres questions apparaissent dans le chat. En tout cas, merci pour vos interventions chacun. Merci à la clinique de dermatologie, à nos dermatologues donc d'avoir accepté d'inaugurer les plâtres et pour cette première qui, bon, encore une fois, s'adaptera. Hein, on verra. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'invite les participants à nous faire part hein, de leurs remarques, enfin, s'il y en a, bien évidemment, pour justement essayer nous d'adapter un petit peu la formule au fur et à mesure. Bon, là, on est commencé par un média, disons, qui n'est pas forcément le plus adapté, en tout cas, à la convivialité ou du moins aux échanges. Voilà, c'était un premier jet. On verra déjà, je pense déjà pour la deuxième édition, donc le 24 juin, on passera peut-être à une formule un petit peu différente, justement pour essayer de favoriser en tout cas les échanges. Mais bon, je ne m'avance pas trop puisqu'il va falloir qu'on trouve la bonne dimension. Et puis, bon, évidemment, on s'est également interrogé sur l'heure la plus adaptée. On ne voulait pas trop tard pour pas vous emporter dans des
dans des soirées trop longues, mais également, bon, si c'est trop tôt, après, on sait que l'exercice libéral n'est pas forcément, enfin, 19 h, ça commence peut-être à être un peu trop tôt. Il y avait la formule entre midi et 2, mais bon, que font beaucoup de webinaires aussi. Voilà, donc c'est des hésitations et on continuera. Merci Jean-Paul, en tout cas pour, pour ta participation aux questions et pour ce que tu dis actuellement. Donc, n'hésitez pas, je ne vois pas arriver de nouvelles questions. Je remercie évidemment les participants. Si la formule, enfin, si les éléments vous ont intéressé et que vous voulez davantage d'éléments, hein, les conférenciers de ce soir se tiennent à votre disposition par mail sans problème, je pense. Hein, généralement, les adresses mail sont relativement simples, on ne les a pas mis. Hein, c'est nos prénoms, point, nos noms et @vetagrosup avec entre Vetagro et sup, le tiret du haut, du 6, je crois, dans les PC, et .fr. Sinon, donc il me reste, oui, juste à vous remercier sur ces éléments-là, à vous donner donc un rendez-vous dans un mois pour un deuxième, et puis à vous dire également de ne pas hésiter à diffuser l'info, surtout si vous avez trouvé ça intéressant, à vos collègues, à vos confrères, à leur signaler. Hein, voilà, n'hésitez pas à faire de la pub potentiellement pour ces petites soirées, parce que quitte à faire ça, autant qu'il y ait une bonne assistance. Merci encore, bonne soirée à tous et à bientôt, j'espère.